Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras. Succinctement, parce que je pense que le sujet d'aujourd'hui c'est Monsieur Nicanor Parra. Le Chili. Voilà, et le Chili. Donc Monsieur Dauphin Monsieur Dauphin qui va nous présenter la conférence sur le Chili, est poète, critique littéraire, essayiste et animateur. Il a dirigé une revue qui s'appelle La Lézardière et il a également été membre d'un comité de rédaction de la revue Le Cri d'Os, auteur de nombreux articles, notes et chroniques dans les revues. Il est aussi directeur de publication de la 3e série de revues Les Hommes sans épaules, ainsi que la revue supérieure Inconnue. Et la revue Ici et Là, de la Maison de la Poésie, donc une revue qui appartient, qui est éditée par la Maison de la Poésie, de Saint-Quentin en Yvelines. Je vous souhaite un excellent moment. Et je donne la parole tout de suite donc, à Monsieur Dauphin. Sans plus tarder, j'en prie. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Tout le monde m'entend? C'est parfait. Déjà pour commencer, je voudrais remercier Amar Béabouche, bien sûr, et l'association Apulib pour leur invitation. Cette communication, je voudrais la dédier à un ami chilien, un des plus grands cinéastes chiliens, qui s'appelle Patricio Paniagua Giannini. Patricio qui est décédé il y a 3 jours d'une crise cardiaque au Chili à l'âge de 72 ans. C'était vraiment la grande référence du cinéma chilien, notamment dans ce qui concerne les films documentaires. Dans les années 70, juste avant le coup d'État de Pinochet, donc entre autres, c'était le responsable culturel des jeunesses communistes. Et à ce titre-là, donc, il avait été arrêté par la police chilienne. On lui avait coupé un doigt, on avait simulé son exécution et d'autres séances de torture, donc il gardait des séquelles sur son corps. Et moi, je l'ai connu à l'époque où il était réfugié en France, quoi, en exil. Et il en a tiré un très beau documentaire qui s'appelle un diplomate français à Santiago, où il rend hommage à l'ambassade de France, la bonne fois qu'on se comporte bien. L'ambassade de France, en particulier un diplomate qui s'appelle Roland Husson, et qui ont sauvé des centaines de Chiliennes et de Chiliens, des artistes, des intellectuels, des militants, des simples citoyens. Ils les ont sauvés de la junte de Pinochet et favorisé leur asile et leur exil en France, quoi. Voilà, donc c'est un très beau film de Patricio, donc je voulais commencer par lui rendre hommage. Pour revenir sur la présentation qui a été faite, effectivement, donc alors oui, je suis poète, essayiste, une trentaine de livres publiés, hein, donc, essentiellement de la poésie, des essais sur la poésie contemporaine et sur l'art moderne, 3 anthologies de poésie, la direction de la 3e série des Hommes sans épaules. Un petit mot quand même sur cette revue pour la présenter. Donc, elle a été fondée en 1953 par le poète Jean Breton, avec le soutien de gros aînés tels que Georges Bataille, René Char, André Breton, Blaise Cendrars ou Henri Rode. On était bien accompagnés déjà à l'époque. Moi, j'étais même pas un fœtus à l'époque, donc j'étais pas dans le comité en 1953, parce que je suis arrivé bien plus tard en 1997. Quoi. Alors c'est quoi quand même, parce que de quoi on parle quand on parle de poésie et des hommes sans épaules? Donc c'est quoi la poésie pour les hommes sans épaules et pour moi? Réponse, la même chose. La même chose. C'est-à-dire que les hommes sans épaules, donc la revue, j'en ai ramené quelques-unes avec des livres, notamment le dossier sur le Chili, qui est apparu en 2017. Donc, les hommes sans épaules, c'est une filiation de plusieurs générations successives depuis 1953, qui s'inscrit dans une tradition de combat, celle d'une poésie qui requiert des enjeux d'être et non le seul jeu avec les mots. Ça, c'est important de le dire. La poésie, c'est pas seulement jouer avec les mots.
Car il n'y a pas un espace sans combat, pas un atome sans cri, mais seulement un bout portant l'émotion, le langage, le mot coup de tête, le mot coup de sang, le mot coup de poing, pour exister plus loin que la mêlée des images et que l'écume de la phrase. Si l'émotivisme dont nous nous réclamons n'est pas sensiblerie, il n'est pas pour autant culte de l'émotion. La prise qu'a le moi sur les émotions n'est jamais complète, et elle réclame justement un lâcher-prise par lequel les tensions puissent se résoudre. L'émotion, qui est l'équation du rêve et de la réalité, parce qu'elle jaillit brutalement, comme une réaction devant l'irritation d'une blessure, met le sujet hors de soi. Je est un autre, je et tous les autres. Je suis, nous sommes les hommes sans épaules, les poètes de la poésie pour vivre, les poètes de l'émotion, les poètes de l'émotivisme. La poésie n'est pas pour nous un genre littéraire, mais une fonction et un engagement, une manière d'être et de résister, face aux forces de destruction en faveur de la beauté, de l'amour, du rêve et du merveilleux. Voilà pour les présentations. À présent, nous allons rentrer dans le vif du sujet. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? De géopoétique, c'est-à-dire de géographie, d'histoire, grande et petite, de politique, de culture, et le tout à partir de la poésie et des poètes. La géopoétique, définie par le poète écossais Kenneth White, basée sur la trilogie Eros, Logos et Cosmos, crée une cohérence générale. C'est ce que j'appelle un monde. Et le poète est un monde à part entière. Un monde bien compris émerge du contact entre l'esprit et la terre. Quand le contact est sensible, intelligent, subtil, on a un monde au sens plein de ce mot. Quand le contact est stupide et brutal, on n'a plus de monde, plus de culture, seulement et de plus en plus une accumulation d'immondes. La poésie, c'est le vocable vierge de tout préjugé. C'est le verbe créé et créateur. La parole à l'état naissant. Elle se meut à l'eau originelle du monde. Sa précision ne vise pas à désigner les choses, mais à ne pas s'éloigner de cette aube, nous dit le poète chilien Vicente Vidobro. Ne cessez jamais d'être ce que vous êtes, une puce dans l'oreille du Minotaure, ajoute le poète chilien Nicanor Parra. La géopolitique dont il est question aujourd'hui est celle du Chili, un pays d'Amérique du Sud qui, sous un ciel pur et criblé d'étoiles, fait face à l'immensité de l'océan Pacifique. Presque un demi-tour de map-monde, et se trouve adossé à la muraille gigantesque de la cordillère des Andes, laquelle réunit les plus hauts sommets du globe après ceux de l'Himalaya. Le Chili est un pays lointain, 14 heures de vol entre Paris et Santiago. Avant la mise en service du canal en 1914, il fallait 100 jours au Cap Hornier pour atteindre Valparaiso. Le Chili est un long ruban de 4253 km de long sur 175 de large. Aucun autre pays au monde n'est aussi long et aussi étroit. Le Chili est peuplé de près de 18 millions d'habitants du nord au sud, du désert d'Atacama, entaillé de profondes gorges qui forment des vallées de sable, de sel et de roches volcaniques, un paysage unique, à la Patagonie au sud, avec ses glaciers, montagnes, rivières, lacs, fjords, îles, un patrimoine naturel exceptionnel de l'humanité. Parmi les centaines d'îles que possède le Chili, l'isla de Pascua, c'est-à-dire l'île de Pâques et l'île Robinson, qui a hébergé le navigateur Alexandre Selkirk durant 4 ans et 4 mois, ce qui inspira Daniel Defoe pour le personnage de Robinson Crusoe. Et l'île de Chiloé. Les deux premières sont perdues dans le Pacifique à 3700 km et 500 km des côtes chiliennes. Chiloé, plus grande, se trouve à 20 minutes de ferry de Puerto Montt, le principal port sud dans la région des lacs et des volcans. L'île de Pâques, ou Rapa Nui, la grande Rapa en polynésien, est l'un des endroits les plus énigmatiques et extraordinaires qui soit. La Rapa Nui polynésienne a de tout temps été une source de fascination en raison de sa culture, de ses pétroglyphes, les tablettes Rongo-Rongo, de ses statuettes de Cava-Cava, le Tangata Manu, l'homme oiseau, et bien sûr de ses prodigieux monolithes, les Moai. Ces fabuleuses statues en pierre volcanique, un peu plus de 900 sur l'île, dont la taille varie de 2,5 m à 9 m, pour un poids moyen de 14 tonnes, qui depuis plus de 800 ans maintiennent debout et la culture et les ancêtres Rapa Nui. Car nier, laminer, réduire l'esclavage, interdit de pratiquer sa langue, sa culture, le peuple Rapa Nui revient de loin. De très loin si l'on songe aux horreurs qu'il dut endurer, du 12 septembre 1862, où 7 à 8 bateaux négriers opèrent des rafles de Rapa Nui, on estime le nombre à plus de 1400, pour les vendre aux exploitants des mines de guano des îles de Chincha. À l'insurrection de 1964, menée d'une main de maître par le Rapa Nui Alfonso Rapu,
qui aboutit à la promulgation en 1966 d'une loi qui instaure l'égalité des droits entre les Rapa Nui et les autres citoyens chiliens. Le voyage comme l'amour est un pas invisible du désir qui pousse continuellement vers l'autre, vers l'inconnu, parfois aussi vers l'invisible et l'imprévisible. Le voyage suppose la rencontre avec l'autre inconnu qui s'incarne. Nous savons qu'il n'y a pas de hasard dans les voyages, les itinéraires ni même probablement dans les écritures. Mon cher ami Luis Mizon, le grand poète chilien, mort récemment, décidément, le 30 décembre 2022, à l'âge de 80 ans, auteur du magnifique livre « Passion de l'île de Pâques », a fait son premier voyage sur l'île en 1962 à bord du mythique bateau chilien militaire, dont le capitaine était son parrain, le Pinto, qui, une fois par an, assurait alors la liaison entre Valparaiso et l'île de Pâques. Luis Mizon écrit justement « Celui qui pense que l'île de Pâques n'est simplement qu'un lieu isolé, mais dont la vie s'écoule entièrement dans l'espace et le temps historique, va forcément ressentir l'isolement comme un châtiment. Et l'île lui sera une prison, bien qu'elle existe dans l'histoire et sur la surface de la Terre. Elle libère et n'enferme pas. Elle libère justement du temps et de l'espace historique en les relativisant. La mer et le ciel se confondent dans l'espace d'une surréalité plus grande encore que le rêve. » Quittons Rapa Nui pour revenir sur le continent, ce Chili, qui concentre une bonne partie des climats de la planète. Il s'agit d'une terre magnifique de contrastes et de paysages époustouflants. Sa poésie, tout comme sa littérature, est l'une des plus riches du continent américain. Elle se devait, et elle l'est, d'être le reflet de cette diversité aussi poignante que foisonnante. Chaque génération s'y caractérise par les traits propres aux enjeux culturels et socio-économiques de son époque. Impossible en effet de séparer les poètes, les écrivains, les artistes chiliens de l'histoire souvent douloureuse de leur pays. C'est pour cela que, présentant cette poésie et ces poètes, il est impératif de les resituer dans un contexte historique, social, culturel et politique, soit dans un contexte total. Car rarement des artistes auront été aussi solidement intégrés à un processus d'émancipation, au point d'en épouser d'aussi près les réussites et les échecs. Alors que les uns ne retiennent que les beautés naturelles, il est vrai magnifiques du pays, les autres réduisent le Chili à une date, l'une des plus terribles du XXe siècle, le 11 septembre 1973. Cela est fortement réducteur dans les deux cas. C'est faire fi des réalités, de la complexité et des richesses de l'histoire comme de la culture de ce pays. Cela revient aussi et surtout, s'agissant de 1973, à escamoter l'ascension de l'unité populaire qui amène à la présidence de la République, le 4 novembre 1970, le socialiste Salvador Allende et ses réalisations en faveur de l'homme et de la justice sociale au sein d'un continent, d'une époque qui en était à peu près dénuée. Dans les quartiers pauvres et les usines, dans les organisations de ravitaillement, les comités de voisins ou dans les cordons industriels, un mot d'ordre résonnait avec toujours plus de force, créer le pouvoir populaire. Pourtant, aujourd'hui, l'histoire de ces cordons industriels, du pouvoir populaire, reste largement méconnue. Il en va de même, à l'exception de deux ou trois noms, de la poésie chilienne. Aujourd'hui comme hier, la poésie demeure avec la musique, la chanson et la peinture, notamment murale, mais aussi la photographie, l'un des moyens d'expression les plus créatifs du Chili. C'est du temps de l'unité populaire que la peinture prit la rue, comme la poésie et la chanson. Tout d'abord pour représenter les espoirs placés en Allende, pendant la campagne présidentielle de 1970, puis pour donner forme et couleur à la nouvelle réalité du pays. Il s'agit d'une démarche autant artistique que sociale ou politique. Cette symbolisation, écrit Jean Clouzet, ne se fit pas à coups de slogans, mais à force d'images. Les villes prirent la parole, les murs prirent l'image et l'imagination. Avant de changer la vie, on pouvait déjà changer les couleurs de la vie et de la ville. Les brigades muralistes, dont les plus actifs furent les brigades Ramna Parra, Elmo Catalan et Inti Peredo, effacèrent la grisaille de Santiago et des principales cités sous des fresques polychromes sans cesse peintes, effacées, reprises, réactualisées. Le graphisme de ces fresques, l'emploi et les rapports de leurs couleurs, la schématisation des visages et des attitudes ne sont pas sans rappeler les peintures murales des Mexicains. Les aspirations, les mots d'ordre et d'espoir, la mise en garde contre l'hydre fasciste étaient traduits en musique par la nouvelle chanson et en images par les brigades muralistes. Après le golpe,
le coup d'État fasciste de 1973, tout devait rentrer dans l'ordre. Les rues perdurent l'image, leur poésie, tout signe de vie, et Santiago redevient une ville grise. La chanson, la poésie et la peinture s'épaulèrent en maintes occasions. D'abord du temps de l'unité populaire entre 1970 et 1973, dans le comité des artistes et des écrivains, où elles prirent conscience de leur complémentarité et dans de nombreuses manifestations ouvertes à toutes les expressions. Enfin, dans ces trains de la culture, grâce auxquels de ville en village, de cité en campagne, le peuple découvrait en un même lieu et en un même temps le théâtre et la danse, la musique et la poésie, la peinture et la chanson, laquelle de contenu populaire connaît un grand essor à partir des années 60 et pas seulement grâce à la mise en musique des poèmes de Pablo Neruda, puisque la grande pionnière fut Violeta Parra, qui a remis à l'honneur la musique populaire et traditionnelle de son pays et il l'a fait connaître au-delà des frontières du Chili, tout en ouvrant la voie à la Nueva Canción chilena. Puis vers ses enfants, Angèle et Isabel Parra, et toute une pléiade de grands talents, Victor Jara, Sergio Ortega, Osvaldo Rodriguez, Patricio Mans, les groupes Quilapayún, Iyapu, Los Raivas, Inti Limani. Connus jusqu'en Europe, ces auteurs, compositeurs et interprètes comptent parmi les plus brillants représentants de cette forme de culture populaire, qui redonne la vie à la musique chilienne tout en devenant le principal moyen de diffusion des poètes en exil. Le romancier Antonio Scarnetta affirme que le Chili a des poètes comme la mer a des vagues et la cordillère des cimes. Un constat approuvé depuis longtemps par mon cher Luis Mizon, qui écrit « Au Chili, la poésie est plus importante que le roman, peut-être parce que la prose est le langage des historiens et des juristes en perpétuel conflit avec le pouvoir, laissant ouvert le chemin vers le monde exclu, pour l'écouter, l'interpréter avec une liberté que les romanciers n'ont jamais eue. Dans toute l'Amérique latine, les meilleurs romans sont imprégnés de poésie. Être à l'écoute de ce monde exclu est une tâche poétique difficile qui s'oppose aux idéologies du sous-développement. Faux folklore désastreux, chansons contestataires, avant-garde copiées sur les arrière-gardes américaines et européennes. Image de l'Amérique latine inventée en Europe avec des critères commerciaux et politiques. On parle toujours de soi à travers les autres. Nous sommes encore des Indiens cultivés, des métis éduqués par nos bibliothèques anarchistes. Nos vies tragiques et notre destin politique nous font souvent rire aux éclats. Nous avons dans l'âme un vieux goût pour la finesse des coloris, la musique, le mélange de joie et de mélancolie, d'émotion et de sagesse, qui nous vient des poètes préhispaniques et des théologiens et poètes espagnols picaresques. Cette gratuité, cette joie et le jeu de notre langage poétique peuvent être la base d'une éthique. La poésie n'est pas seulement une attaque directe contre toute dictature et toute répression, elle est aussi l'affirmation d'une liberté spirituelle qui ne tolère de dictature d'aucune espèce, même pas celle qui se dissimule dans les démocraties. Pablo Neruda, le plus célèbre mondialement des poètes chiliens, était déjà malade lorsque le poète et éditeur belge Fernand Verezen et notre Jean Breton, fondateur de la revue Les Hommes sans épaules, évoquèrent avec lui un projet dont le premier était le traducteur et le deuxième l'éditeur. La publication du Citoyen de l'oubli, une anthologie des poèmes de Vicente Huidobro. Neruda fut tellement enthousiaste qu'il proposa d'écrire une préface, ce qu'il fit avant de quitter Condé-sur-Iton, la Normandie et la France, où il fut ambassadeur de 1971 à 1972, pour regagner le Chili, fin de l'année 72. Neruda, âgé de 68 ans, était rongé par un cancer. Son pays aussi. La prostate pour le poète, la bourgeoisie et son bras armé pour le Chili. Pays à propos duquel Neruda put encore écrire dans son ultime livre, Incitation au nixonicide, « Jamais ma patrie de neige et satin ne fut pour moi substance passagère, mais une terrible plaie dans ma chair, ou bien lutte errante dans la campagne. J'ai mis ma racine dans tes montagnes, et puis j'ai fleuri dans les cordillères. Jamais loin de toi en terre étrangère. Je vis dans ton drapeau toute l'année, car ma poésie porte 3 couleurs. » Jean Breton fit paraître Le Citoyen de l'oubli quelques mois après le golpe et la mort de Neruda en 1974. C'est dans cette préface que Neruda nous rappelle que la poésie chilienne fut fondée au XVIe siècle par un conquistador espagnol, page de Charles Quint, nommé Alonso de Ercilla.
le jeune soldat égaré dans la forêt sanglante de la guerre révéla au monde l'épopée araucane. L'Empire espagnol perdit beaucoup de sang en cette guerre qui dura 3 siècles. Ercilla célébra, plutôt que les envahisseurs, le peuple envahi. La poésie du Chély émergea comme une fleur rouge du combat livré par un peuple qui fut décimé mais ne se rendit pas au formidable ennemi. C'est alors que ce petit pays acquit sa voix propre, et cette voix se répercute sur les neiges andines et les écumes infinies du grand océan. Après la Araucana d'Alonso de Ercilla de 1569, il y eut l'Arauco Domado de Pedro de Oña, autre fresque épique sur la guerre d'Arauco entre les Espagnols et les Indiens Mapuche, de 1596. Les fondateurs de la poésie et de la littérature chilienne sont donc les chroniqueurs européens qui relatent la conquête du pays par les colons espagnols au XVIe siècle. La suite de l'histoire n'est pas moins riche en mouvements et en œuvres, hélas souvent inaccessibles car non traduites pour le lecteur français. Le romantisme se développe conjointement avec le mouvement d'indépendance chilien. L'armée des Andes libère le Chili de l'Espagne après la bataille de Chacabuco le 12 février 1817. L'année suivante, l'indépendance du Chili est déclarée et le pays est placé sous l'autorité de Bernardo O'Higgins, qui prend le titre de commandeur suprême. Le réalisme est un mouvement qui naît en réaction aux grands bouleversements entraînés par la sortie de la logique coloniale et l'entrée dans le modèle capitaliste. L'auteur le plus emblématique du réalisme romantique est Alberto Blest Gagna, qui, à l'image de Balzac, pour faire un parallèle en France, trace dans son roman Martin Rivas un portrait détaillé et complet de la société chilienne en 1867, avant de décrire les mœurs des Chiliens exilés à Paris dans son livre Les Transplantés, en 1904. En 1930, les tenants du criolismo se regroupent autour de la revue Indins. Le criolismo est un mouvement qui s'attache plus particulièrement à décrire le monde rural. Zurzulitna de Mariano Latorre décrit en 1920 la lutte de l'homme de la terre, de la mer et de la forêt pour créer la civilisation dans des territoires sauvages, loin des villes. Baldomero Lillo évoque en 1904 les conditions de vie des mineurs de charbon dans Subterra et en 1907 celles des paysans dans Subsole. Le criolismo ne disparaît pas au fil des ans, mais passe au second plan des préoccupations des écrivains contemporains, souvent en quête d'un panaméricanisme supranational. En poésie, malgré la présence au Chili de 1886 à 1888 du plus grand poète sud-américain de sa génération, le Nicaraguayen Rubén Darío, le modernisme n'a pas étrangement de représentants significatifs. Rappelons qu'à cheval entre le 19e et le 20e, le modernisme est un mouvement littéraire qui a une grande influence sur le romantisme, le mouvement parnassien et le symbolisme, inspiré des modèles européens. Les thèmes abordés se centrent sur la solitude, la sensualité, l'amour et l'érotisme, exprimant tous l'idéalisation de la femme. Les modernistes défendent l'indigénisme et l'hispanisme, montrant une histoire d'harmonie et de cohésion dans le monde. Le modernisme débuta par la publication au Chili en 1888 du chef-d'œuvre qu'est Azul de Rubén Darío. Les publications postérieures de celui-ci valurent à Darío d'être reconnu comme le chef incontestable du modernisme. La poésie chilienne connaît un âge d'or entre 1900 et 1925, inauguré par le groupe de Los Diez, créé en 1915 par Pedro Prado. Figure majeure de l'époque, Gabriela Mistral devient la première femme latino-américaine à recevoir le prix Nobel de littérature en 1945 pour son œuvre poétique. Elle s'était fait remarquer dès 1914 en remportant les Jeux floraux de Santiago avec ses Sonnets de la mort, poème tragique qui évoque les Indiens Mapuche. Puis il y eut l'imaginisme, courant littéraire créé en 1925 pour faire primer l'imagination et la sensibilité sur la réalité et la mobilisation sociale. Et arriva enfin l'enfant terrible et génial, dont on a déjà parlé, Vicente Huidobro, qui rédige le manifeste du créationnisme, Non Serviam, en 1914. Brillant et influent théoricien, mais avant tout poète virtuose, le génie de la poésie chilienne et hispanique contemporain, Huidobro fut lié au poète français Guillaume Apollinaire, Pierre Reverdy, au peintre espagnol Pablo Picasso ou Juan Ruiz, et à toute l'avant-garde française, sud-américaine et espagnole. Neruda, son frère ennemi, n'a pas écrit en vain. Son œuvre brille de toutes ses facettes et fascine par son allégresse. Un éclat européen y est cristallisé,
que le poète irradie en un jeu plein de grâce et d'intelligence. Ce qui me frappe en relisant son œuvre, c'est sa transparence. Ce poète littéraire qui a suivi toutes les modes d'une époque compliquée et qui s'est proposé de rester sourd à la solennité de la nature, communique à sa création une chanson d'eau perpétuelle, une rumeur de vent et de feuilles et une humanité grave qui envahissent ses derniers poèmes et ceux qui leur sont immédiatement antérieurs. Des artifices charmants de sa poésie francisée à la puissance de ses vers fondamentaux, nous assistons chez Louis de Gros à une lutte entre le jeu et le feu, l'évasion et l'Holocauste. Cette lutte est un spectacle offert en plein jour avec une conscience presque totale, une clarté éblouissante, ce dont témoigne Althazor, son chef-d'œuvre, alors qu'à la même époque, Pablo de Roca publie Les feuilletons du diable et les gémissements, écrits entre 1920 et 1922. Il faut attendre 1938 pour que, dans le contexte de la victoire du Front populaire, se forme au Chili un groupe surréaliste autonome, lié à Vicente Huidobro et opposé à Pablo Neruda, autour de la revue Mandragora, 7 numéros de 38 à 43, mais aussi la revue Leitmotiv, puis du Boletín Surrealista. Le surréalisme est un mouvement poétique et artistique directement issu de la révolte incarnée par le mouvement Dada durant la Première Guerre mondiale. Comprenant l'ensemble des procédés de création et d'expression, peinture, dessin, musique, photographie, cinéma, poésie, utilisant toutes les forces psychiques, automatismes, rêves, inconscients, libéré du contrôle de la raison et en lutte contre les valeurs reçues, il est caractérisé par sa transdisciplinarité, poésie, peinture, objet, collage, cinéma, et l'importante collaboration entre ses membres. Au sein de la poésie chilienne, 3 noms se détachent indubitablement. Ceux des 3 grands, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro et Pablo de Roca. 3 grands auxquels il manque encore le Benjamin pour obtenir le quatuor que les Chiliens appellent les 4 grands. Gabriela Mistral n'a que 3 ans lorsque son père instituteur quitte la famille qui vit dans des conditions difficiles. La jeune fille parvient malgré tout à suivre une scolarité et devient aide-institutrice à l'âge de 14 ans. Dès l'année suivante, elle publie dans un journal local sous pseudonyme ses premiers poèmes. En 1906, Gabriela Mistral, qui est alors 17 ans, devient institutrice. Elle découvre ce qui bouleversera sa vie et son œuvre, l'amour, en la personne de Romelio Ureta, qui est employé des chemins de fer. C'est un garçon vulgaire, belle tête, figure presque laide, confiera-t-elle plus tard. Elle va pourtant l'aimer. Romelio est volage et dépensier. Pour cela, il vole. La rupture intervient. Romelio se suicidera d'une balle dans la tête 3 ans plus tard. Ce drame aura une profonde influence sur ses écrits, marqués notamment par la nostalgie et la mort, dans les sonnets de la mort. En 1910, Gabriela Mistral s'installa à Santiago et commença à travailler dans différentes écoles à travers le pays, dont à Temuco. Dans cette dernière, elle rencontre le jeune Neftali Reyes Basoalto, qui deviendra Pablo Neruda, qu'elle initie à la littérature et qui écrira à propos de Gabriela. Sur son visage bronzé, où le sang indien prédominait comme sur une belle poterie araucane, ses dents très blanches se découvraient en un grand sourire généreux qui illuminait la pièce où nous nous trouvions. En 1914, son recueil, Les sonnets de la mort, remporte le prix des Jeux floraux de Santiago. Et c'est à ce moment-là qu'elle choisit un pseudonyme en contractant les noms de ses poètes préférés, Gabriel D'Annunzio et Frédéric Mistral, Gabriela Mistral. En 1943, Juan Miguel, son neveu de 17 ans, né d'un amour adultérin de son cousin, et que Gabriela avait adopté en 1933 et choyé comme le fils qu'elle n'avait pu avoir, se suicide. Ce nouveau drame marque Tala comme son dernier ouvrage, La Gare. Et en 1945, elle est le premier écrivain d'Amérique latine et la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature. Gabriela Mistral écrit sur des thèmes variés, comme son pays natal, ses origines indiennes, la maternité, la condition féminine, ou encore l'amour et la mort. Illumination, déchirement et drame donnent, comme l'a écrit Claude Couffon, quelques-uns des plus beaux poèmes de toute la poésie féminine de langue espagnole. Dans le poème, c'est une terrienne qui s'exprime avec la force crue du langage rural. Le poète prend tôt parti socialement pour les pauvres et les exploités, et entend par sa poésie comme par son travail d'éducatrice mener le combat. Pensant à sa mort, Gabriela Mistral avait écrit « Si un maçon me recueille, il me mettra dans une brique et je resterai à tout jamais cloué dans un mur. Or, je hais les niches paisibles.
Si on fait de moi une pierre de prison, je rougirai de honte en entendant sangloter un homme, et si je suis brique d'une école, je souffrirai aussi de ne pouvoir chanter avec vous le petit matin. Je préférerais de la poussière avec laquelle vous jouez dans les chemins de campagne. Pressez-moi, j'ai été vôtre. Défaites-moi, car je vous ai fait. Piétinez-moi, car je ne vous ai pas donné toute la vérité ni toute la beauté. Ou simplement chantez et courez sur moi, pour que j'embrasse les plantes aimées de vos pieds. Notre deuxième grand est Vicente Huidobro. Son influence tant par ses créations que par ses théories est considérable et dépasse le continent américain pour s'étendre à l'Europe et notamment à la France et à l'Espagne. De cette œuvre, nous ne connaissons en France qu'une part de l'œuvre poétique. L'œuvre en prose, tout aussi importante, demeure encore à traduire, à l'exception du roman Papa ou le journal d'Alicia Mir. Un bref récit d'apprentissage qui rompt avec les canons du genre et tient la chronique lucide de la faillite d'un couple, qui se déchire sous le regard en alerte d'une jeune fille de 18 ans, laquelle découvre à cette occasion la personnalité complexe et fascinante de son père. Aucune moralité, aucune leçon, mais ce constat douloureux sous un masque de fine ironie, que la vie n'est peut-être que l'art de composer avec ce qui lui manque. Vicente Huidobro, comme l'a écrit Fernando Gaspar dans Le Poète infini, fut l'un de ces artistes par qui le scandale arrive. Mémorables ses déclarations provocatrices et son ego furent à l'origine d'éclats retentissants. Toujours convaincu du bien fondé de ses idées et de ses théories, Huidobro a constamment eu recours à la polémique et à la confrontation avec ses pairs. Ses batailles n'admettaient aucune concession. Sa stratégie fut toujours celle d'un boxeur conscient de la force de son coup de poing et qui frappait jusqu'à la victoire. A l'inverse, Huidobro reconnaissait rarement ses chutes et ses défaites, nourrissant sa vie durant le mythe de l'irrépressible créateur. Élevant la poésie au rang suprême d'art de vivre, Huidobro ne fut étranger à aucun mouvement artistique de son époque, et les polémiques qu'il déclencha ne doivent en aucune manière masquer ou effacer l'importance qu'il put avoir, tant sur le plan du renouveau de la création poétique que de la théorie au Chili, en Amérique latine, en France et en Espagne. Son but fut celui de réinventer le monde, de transformer le possible à l'aide des forces de l'imaginaire. À la tête d'un groupe d'élus, Huidobro s'était donné pour mission de tout révolutionner, à commencer par le langage, le regard, les institutions et les esprits. Chef de file dans l'âme, Huidobro ne s'intégra que rarement dans un groupe et ne se sentit jamais appartenir à un mouvement. L'influence de Vicente Huidobro, durant la première moitié du XXe siècle, a été très importante, nous l'avons dit. Huidobro est le théoricien du créationnisme. Cette théorie poétique n'a bien sûr rien à voir avec l'aberrante doctrine qui s'oppose à la théorie de l'évolution, découlant des travaux de Jean-Baptiste Delamarck, puis de Charles Darwin au XIXe siècle. Le créationnisme est une théorie esthétique générale que Huidobro a commencé à élaborer en 1912. Partant du postulat que si l'homme avait soumis à lui les trois règnes de la nature, il ne lui était pas impossible d'ajouter au règne du monde son règne à lui, le règne de ses créations. Le poème créé, c'est-à-dire créationniste, est un poème dans lequel chaque partie constitutive et tout l'ensemble présente un fait nouveau, indépendant du monde externe, détaché de toute réalité autre que lui-même, car il prend sa place dans le monde comme un phénomène particulier à part et différent des autres phénomènes. Le poème créationniste se compose d'images créées, de situations créées, de concepts créés. Il n'épargne aucun élément de la poésie traditionnelle. Seulement ici, ces éléments sont tous inventés, sans aucun souci du réel, ni de la vérité antérieure à l'acte de réalisation. Aujourd'hui, Huidobro est toujours considéré comme un phare de la poésie hispanique et sud-américaine. Au Chili, son prestige n'a pas diminué. En France, pays dans lequel il a pourtant vécu et créé, il en va autrement, malheureusement. Il aura fallu toute la pugnacité de Fernand Vérézen, soit 50 ans de combats acharnés et passionnés, pour que cette œuvre ne sombre pas totalement dans l'oubli en France. Le troisième grand est le turbulent Pablo de Roca, un homme assoiffé de vie qui a exercé les activités et les métiers les plus divers tout en produisant une œuvre poétique comptant parmi les plus importantes de la poésie chilienne. Voyageur impénitent, homme de haine et d'amitié définitive, doté d'un appétit pantagruélique, Pablo de Roca, militant communiste, fut aussi un polémiste redoutable et redouté
avec l'exagération ou la mauvaise foi qui vont avec. Lisons quelques-unes de ses sentences. Pablo Neruda, le poète de la décadence bourgeoise, le poète des germes et le tas de fumier de l'esprit. Eduardo Anguita, le sacristain, enfant de cœur et domestique du pontife. Angèle Cruchaga, et ses angelots et ses vierges à l'eau de rose et cette gélatine blonde et céleste. Rosamène Del Valle, escargot à face de bébé de coiffeur. Vicente Iodoro, petit grand bourgeois métèque qui prend contact et se met en liaison avec l'Europe impérialiste et son art issu d'un bagage intellectuel agonisant et plein d'astuces, plein de jonglerie et de faiblesse. Littérateur d'avant-garde qui revient en nous racontant des choses nouvelles que nous connaissons déjà. Mais de tous, c'est bien de Pablo Neruda dont Pablo de Roca fut l'ennemi le plus soutenu et le plus harcelant. Cette inimitié remontait à leur jeunesse. Volodiat Tetelbaum, ami et biographe de Neruda, écrit à propos de Pablo de Roca. Ce chef des affamés, cet homme d'extrême, immensément démesuré, est une figure très complexe de la littérature chilienne. Dans sa vie s'est posée longuement l'antinomie poésie-argent. Toute son existence fut d'une étroitesse pathétique ininterrompue, lorsqu'il le pouvait par des beuveries et des ripailles sauvages. C'était un poète qui avait publié un livre matériellement énorme, soudain transformé en objet de scandale et en sujet de dérision par la critique. Le livre, que certains estiment en kilos, les gémissements, était exagéré, mais dans son déséquilibre, il y avait de la grandeur. Il traduisait son découragement, un regard sans illusion. C'était un pré-révolutionnaire. Il aimait terriblement la vie, mais celle-ci ne lui rendait qu'angoisse et tension. Il écrivit à son encontre des effronteries. Il ne manquait pas d'humour. Il en répandait des quantités caustiques et noires. Il était l'opposé du courtisan. Toute sa vie fut difficile. Elle le bafoua et il lui rendit comme il put, en écrivant sur elle des choses énormes dans ses livres, tout en l'aimant et en cherchant à mourir. Avec lui, les sarcasmes n'avaient pas de fin. Au fond, c'était un grand poète tragique. Tellement tragique qu'il se suicida un jour lorsqu'il lui apparut que dans le monde, il n'y avait pas de place pour lui. En 1965, en effet, Pablo de Roca reçut le prix national de littérature. 3 ans plus tard, il mit fin à ses jours après avoir écrit « Toute mon œuvre, toute, absolument toute, est tragique et dionysiaque, volcanique et insulaire, dramatique et océanique, comme le continent américain. » Le 4e grand est le plus connu de très loin. Figure de proue de la poésie latino-américaine contemporaine, Pablo Neruda, diplomate, homme politique, consul, ambassadeur, sénateur, militant communiste, mais avant tout poète, qui eut une influence considérable sur l'ensemble de la poésie langue hispanique du XXe siècle. Le chant est l'unité fondamentale de son art. Neruda a chanté l'amour, la nature, les éléments, mais aussi le continent latino-américain, la vie et la responsabilité sociale du poète. La poésie de Neruda est un corps à corps avec la vie, d'où émerge le chant qui se diffuse et s'étend à une communauté plus vaste. Neruda, c'est le lyrisme de la vie familière, élémentaire, quotidienne. C'est le vaste chant des rencontres de tous les jours avec les hommes et les choses. Un monde où les forces vitales palpitent, aiment, luttent contre le chaos, l'injustice, la mort, au nom de la vie totale. Le poète met son chant au service personnel et collectif de son peuple et des gens du monde. L'anecdote raconte que les soldats de la junte militaire de Pinochet, qui le harcelaient après le putsch de 1973, étaient venus fouiller sa maison. Neruda leur conseilla alors « Cherchez dans tous les recoins, vous ne trouverez rien ici qu'une seule chose, dangereuse pour vous, la poésie. » Nous arrivons aux années 60, lesquelles demandent un retour sur la situation politique et historique de l'Amérique latine. Le triomphe de la révolution cubaine le 1er janvier 1959 a connu un retentissement extraordinaire sur tout le continent américain, créant un espoir sans précédent pour tous les peuples opprimés. En Amérique du Sud et donc au Chili, Cuba est l'exemple par excellence qui a su le premier avoir osé respirer sans en demander l'autorisation aux États-Unis. La révolution cubaine a également remis à l'ordre du jour la prise de pouvoir par la lutte armée. Il s'agit d'un processus révolutionnaire qui s'inscrit dans la continuité des luttes menées par le Chilien Bernardo O'Higgins, l'Argentin José de San Martín, le Vénézuélien Simón Bolívar, le grand révolutionnaire et poète cubain José Martí ou le Nicaraguayen Augusto César Sandino.
La classe paysanne d'Amérique donnera naissance à la grande armée libératrice du futur, comme elle le fit déjà à Cuba. Cette armée née dans la campagne, dans laquelle mûriront les conditions subjectives de la prise du pouvoir, peut et doit mettre en déroute l'armée oppressive, d'abord par des escarmouches, des combats, des attaques surprises, jusque finalement aux grandes batailles finales, quand elle sera passée de sa minuscule condition de guérilla à celle de grande armée de libération, écrit Che Guevara dans la guerre de guérilla, dont il offre un exemplaire à Salvador Allende avec la dédicace suivante. À Salvador Allende qui essaye d'obtenir la même chose avec d'autres moyens, amicalement Che. Nombreux sont ceux qui, alors, pensent en Amérique latine que le chemin des armes est le seul pour installer un pouvoir du peuple. Dans un tel contexte, l'élection de Salvador Allende au Chili en 1970 est une première sensationnelle dans l'histoire. Médecin, franc-maçon, membre fondateur du Parti socialiste chilien en 1933, ancien sénateur, ancien ministre de la Santé du Front populaire en 1939, parlementaire socialiste, candidat à la présidence 52, 58, 64, président du Sénat 1966, Allende, né en 1908, et l'Unité populaire, remporte le 4 septembre 1970 la présidentielle avec une majorité relative face à une opposition divisée. Première difficulté, Allende doit gouverner tout en étant minoritaire au Parlement et face à des pouvoirs législatifs et judiciaires dominés par l'opposition. Le projet d'Allende, et il n'en dérogera pas, est de faire du Chili un État socialiste de façon non violente et légale. C'est la voie chilienne vers le socialisme. L'espoir qui traverse le Chili se répand au-delà des frontières. Le monde entier s'intéresse à la révolution chilienne. Ceux qui souhaitent s'en inspirer, ceux qui complotent pour l'éradiquer. Allende met en œuvre son programme politique et économique. Dès la première année, des transformations importantes ont lieu. La compagnie états-unienne Queneco Cooper, qui s'enrichit avec le cuivre est le scélar du Chili, selon la formule d'Allende, est nationalisée. De même pour le monopole de communication et pour l'ensemble du secteur bancaire. En août, 70 entreprises industrielles sont expropriées, réquisitionnées. La réforme agraire libère des milliers de paysans d'une situation de semi-servage. L'État contrôle 85% des exportations et 45% des importations. Enfin, une politique publique en faveur des secteurs populaires est entamée. Logement, baisse drastique du chômage, augmentation des salaires, réforme de l'éducation politique, etc. Un nouveau pays émerge. Il n'en faut pas davantage pour que les États-Unis, pilleurs et conduits de l'économie chilienne, déclenchent, comme ils le firent contre Cuba à partir de 1962, un blocus international contre le Chili. Avec un fanatisme liberticide à toute épreuve, Washington appuie et finance généreusement toutes les opérations de déstabilisation des forces de droite. Les multinationales, l'oligarchie terrienne, les industriels et les banquiers entreprennent immédiatement de s'opposer à Allende, au Parlement qui a des partis politiques, mais aussi en entreprenant des actions de sabotage industriel, en organisant l'accaparement des denrées alimentaires, développant la pénurie et le marché noir et bloquant les transports. Si l'unité populaire au pouvoir au Chili de 1970 à 1973 continue à nous interpeller, c'est qu'elle raconte les difficultés d'un changement radical de société et d'une démocratisation pleine et entière à tous les niveaux, qui puisse réconcilier émancipation et représentation, participation démocratique et appropriation sociale. Ceci sans nous faire oublier que dans un tel moment de polarisation, une élite menacée dans ses intérêts fondamentaux est capable, comme le craignait de manière prémonitoire Fidel Castro pour Allende et le Chili, de s'appuyer sur le terrorisme d'État et l'interventionnisme de puissances étrangères pour rétablir ses privilèges. Le projet des États-Unis de Nixon et de son tristement célèbre secrétaire d'État, Kissinger, n'a jamais changé. L'étranglement économique du pays pour permettre aux classes dominantes chiliennes de reprendre la main en s'appuyant sur l'armée. En janvier 1973, le poète Pablo Neruda fait paraître son livre de poèmes politiques le plus radical, Incitation au Nixonicide et éloge de la révolution chilienne. Dans son avant-dire, j'explique certaines choses, le poète s'en explique. Il écrit « Dans le livre se succèdent sommation, jugement et disparition finale possible. Sous l'effet de la nombreuse artillerie poétique, pour la première fois ici mise en action, l'histoire a prouvé que la poésie pouvait démolir, et je m'en remets à elle, sans plus. Nixon accumule les péchés de tous ceux qui le précédèrent dans la félonie.
Il est parvenu à son zénith quand, après les accords sur les termes d'un cessez-le-feu, il a ordonné les bombardements les plus cruels, les plus destructeurs et les plus lâches de l'histoire du monde. Seuls les poètes sont capables de le plaquer au mur et de le cribler tout entier, avec les tercets les plus mortels. Le devoir de la poésie est de le transformer, à force de décharges rythmiques et rimées, en une loque indestructible. Il est intervenu aussi dans le blocus économique, prétendant isoler et annihiler la révolution chilienne. Pour cela, il s'est servi de divers exécutants, quelques-uns démasqués, comme le vénéneux réseau d'espions de l'ITT, et d'autres, sournois, dissimulés, infiltrés parmi les fascistes de l'opposition chilienne contre le Chili. Ainsi, le long titre de ce livre correspond-il à l'état actuel du monde, au proche passé, et Dieu merci, à ce que nous laisserons derrière nous comme spectacle de menaces et de douleurs. Je dois aussi expliquer que ce livre n'a ni la préoccupation, ni l'ambition de la délicatesse expressive, ni l'hermétisme nuptial de quelques-uns de mes livres métaphysiques. Je conserve comme un mécanicien expérimenté mes pouvoirs expérimentaux. Je dois être de temps en temps un barde d'utilité publique. Je dois faire office de garde-frein, de maître berger, de maître d'œuvre, de laboureur, de gazier ou de simple bagarreur de régiment, capable d'en découdre un coup de poing ou de cracher du feu par les narines, et que les esthètes raffinés, s'il en est encore, en crèvent d'indigestion. Ces aliments sont des explosifs et du vinaigre, à ne pas consommer pour certains, mais ils seront bons. Ils seront bons, peut-être, pour la santé du peuple. Je n'ai pas d'autre issue contre les ennemis de mon peuple. Ma chanson est offensive et dure, comme la pierre à rotane. Cette fonction peut être éphémère, mais je l'assume. Et j'ai toujours recours aux armes les plus anciennes de la poésie, aux chants et aux pamphlets, dont se servir classique et romantique pour détruire l'ennemi. Et maintenant, prenez garde, je tire. De janvier 1973, nous passons au 11 septembre 1973. Après une première tentative de coup d'État manquée, le Tancazo, le 29 juin 1973, la prise de Valparaiso et le bombardement du palais présidentiel, de la Moneda à Santiago du Chili, met un terme sanglant à l'expérience socialiste de l'unité populaire. Le président élu meurt des armes à la main, Allende. Pablo Neruda meurt 12 jours plus tard. Une junte militaire dirigée par le général félon Augusto Pinochet impose une main de fer et son lot de violations des droits de l'homme. Assassinats politiques, tortures, disparitions. Malgré le climat de terreur et le coup porté au moral des militants, les braises de la résistance ne se sont jamais éteintes. L'armée justifiera son coup d'État en affirmant que, je cite, « le régime marxiste de Salvador Allende avait précipité le pays dans un état de guerre intérieure et que la pacification accomplie par les forces armées était nécessaire et ne pouvait être que douloureuse. » Ce discours sera repris par la bourgeoisie et les partis de droite. Jusqu'aux attentats de New York en 2001, la journée du 11 septembre évoquait le coup d'État au Chili et la mort du président Salvador Allende en 1973. À l'époque, le gouvernement états-unien n'était pas la cible du terrorisme. Au contraire, il fut le chef d'orchestre, comme dans de nombreux pays du monde, et notamment d'Amérique du Sud, d'une campagne de terreur et de terrorisme qui déboucha sur l'établissement d'une nouvelle dictature. Après le putsch de 1973, la vie intellectuelle chilienne marque un temps d'arrêt, la plupart des créateurs hostiles à la junte se voyant bâillonnés ou contraints à l'exil. En France, l'arrivée des exilés chiliens à partir de 1973 a marqué l'opinion par son ampleur démographique et son retentissement politique et culturel. 10 000 à 15 000 personnes, la plus grande et la plus importante communauté latino-américaine de France, qui pour une grande majorité s'installe durablement. De nombreux comités se forment pour faciliter l'installation des réfugiés et leurs familles, entraînant un formidable mouvement de sympathie. Prolongeant le travail de publication réalisé sous l'unité populaire, les exilés chiliens livrent en France une véritable guérilla de l'esprit, en publiant des ouvrages à tour de bras, récits, poèmes, témoignages et revues littéraires. La diaspora chilienne est en grande partie composée d'artistes, d'intellectuels, de cadres moyens, de militants politiques et syndicaux. Contrairement à de nombreux migrants, les Chiliens présentent une proportion presque équivalente d'hommes et de femmes, ce qui signifie dans ce cas que l'exil a été familial, son implantation est urbaine. Le poète Luis Mizon, dans une lettre qu'il m'adresse, évoque sans embâche son exil. Il écrit « Au moment du coup militaire, je dirigeais la revue de l'université et j'étais vice-président de l'organisation de mon quartier pour pallier aux problèmes d'approvisionnement.
Des collègues anonymes m'ont dénoncé comme élément dangereux pour l'université. Pendant les interrogatoires à l'Académie de guerre, je n'avais pas peur, même quand on m'a bandé les yeux avec un chiffon noir, ni même quand les soldats m'ont aidé à descendre en vitesse les interminables escaliers, toujours dans le noir. Je savais que les élèves de l'école de droit avaient témoigné en ma faveur. Ils avaient dit que je ne faisais pas de politique pendant mes cours. L'exil est une punition. Personne ne peut choisir l'exil. Il y a la violence de l'histoire au départ et un acte dont l'exilé est responsable et conscient. Je m'arrête sur la première image de mon exil. Cette passerelle si frêle entre Valparaiso et le bateau divise le temps entre un avant et un après. L'avant deviendra vite un lieu de plus en plus mythique, un paysage déraciné où des images continuent à vivre. Ailleurs, dans un autre espace et dans un autre temps préservé, ailleurs où restent les circonstances qui m'ont poussé avec ma petite famille sur cette passerelle. Mes souvenirs sont comme ces ruines, parfois méconnaissables, qui suivent leur propre logique. Je m'aventure dans ce territoire sauvage et je collectionne les images qui ont fait de moi un poète. Entre le quai et le bateau, il y a un espace impossible à franchir en sautant. Le vrai exil a commencé. Ma France était alors des images que j'avais découvertes au Chili et que je gardais dans ma mémoire, comme les pierres énigmatiques que ramassait mon oncle à la campagne. L'exil est toujours l'affaire des chercheurs de lieux, de liberté. Et le paradoxe fait que l'exilé apporte avec lui non seulement sa culture d'origine, mais aussi un esprit de liberté. Ses rêves qui font aussi partie de la dynamique de sa culture. Je ne peux donc concevoir mon exil sans une participation active à la culture qui me donne l'hospitalité. La durée prolongée de l'exil a poussé ces migrants chiliens à s'intégrer dans la société française. De même, les enfants, traumatisés par les implications familiales de l'exil, plus que par leur position de réfugiés, ont fait preuve d'abnégation pour adopter la culture et des modes de communication hexagonaux par un savant syncrétisme. Aucun d'eux n'a pour autant abdiqué ses idées ni cessé de lutter pour un monde plus juste. J'en ai connu et non des moindres. Dominique Frelot, le maire de 65 à 2001 de Colombes, Hauts-de-Seine, où j'ai passé mon enfance et mon adolescence, a notamment d'emblée, en 1973, accueilli les membres, avec famille et entourage, du célèbre ensemble chilien Quilapayún. Groupe créé à Santiago en 1965, Quilapayún était en concert en France lors du coup d'État militaire au Chili. Immédiatement, leur billet de retour part en fumée. Dominique Frelot leur propose, après l'obtention de l'asile politique, des logements dans la tour Z, une HLM emblématique de la cité des dortoirs des Fossés-Jean, où je demeure aussi. Je n'ai que 5 ans à l'époque, mais plus tard, j'aurai l'occasion, et plus d'une fois, d'entendre ces quenas, flûte droite, guitare, basse, flûte de pan, charango, petite guitare, bongo et conga, percussion. Donc Quilapayún a fait des armes au service de l'amour, de la justice, de la poésie et de la liberté. Le groupe se produisait en concert en France et ailleurs, mais aussi régulièrement à Colombes. Et c'est ainsi que fin des années 80 et durant les années 90, le nom du Chili m'est parvenu, que la cordillère des Andes a supplanté ma barre en béton, que le Pacifique a submergé ma Seine crasseuse, que le chant des Quila et de leur ami Victor Jara, que les poèmes de Neruda, de Guy Debro se sont imposés à moi et que j'ai commencé à rêver d'Atacama, de Pascua, l'île Pacha, de Patagonie, de Valparaiso. Mais les Quilapayún chantaient aussi Venceremos, Allende, le pouvoir populaire. Quilapayún a soutenu activement l'unité populaire qui a porté Allende à la présidence. La connotation poétique, mais aussi fortement sociale de leurs textes, amena les Quila au premier plan de l'actualité artistique, mais aussi politique. Nommé ambassadeur culturel, Quilapayún a quitté le Chili fin 1973 pour une tournée européenne avec 2 principaux rendez-vous à la Fête de l'Humanité et à l'Olympia, lorsque survint le coup d'État militaire de 1973. Porte-drapeau des nouvelles chansons depuis la mort de leur ami Victor Jara, l'œuvre des Quila mêle à des textes profondément poétiques ou à des textes engagés humainement et socialement une musique qui associe les rythmes et instruments andins aux sonorités occidentales. Le tout conviant un peuple à célébrer la paix et la résistance, la liberté. Le rayonnement international des Quilapayún ne s'est jamais démenti. Leur hymne, El pueblo unido jamás será vencido, le peuple uni ne sera jamais vaincu, résonne dans le monde entier. L'événement Quila en avril 2023, ce fut la dernière tournée de Santiago à Valparaiso, non pas au sein de la formation, avec laquelle il a donné plus de 2000 concerts, mais au Chili, de la grande voix du groupe, Carlos Quesada.
né en 1940, percussionniste et ténor d'exception. Immense artiste et longtemps animateur à Colombes, sa ville d'adoption depuis 1973 et qu'il habite toujours. Au sein des Quilapayún, Carlos a été rejoint par son fils aîné, Sébastien, né en 1972, percussionniste spécialisé dans la percussion cubaine, qui accompagne aussi Maxime Le Forestier lors de ses tournées et en studio aux percussions. Maxime Le Forestier nous dit de Sébastien que c'est un métis de vaudou et de conservatoire d'Europe et d'Amérique du Sud. Il ne manque pas la mesure, il la collabore. Voilà, on peut quand même grandir en banlieue et devenir quelqu'un, et y arriver. Hein. Le rayonnement du groupe Quilapayún, actif depuis 1965 dans l'exil et au Chili, s'est prolongé à travers de nouveaux albums, 45, tournés, et aussi par l'ascension des enfants du groupe. Parmi ces derniers, des amis depuis le plus jeune âge. Parmi eux, Victor Quesada Pérez, né en 1975, qui n'est pas le moins talentueux et fait figure à lui tout seul de pierre angulaire de cette histoire franco-chilienne qui nous lie tous. Victor est comédien et metteur en scène de haute voltige, clown céleste, exigeant et fraternel. Né tout comme moi en 1968, Rodrigo Gómez Rovira est mon plus vieil ami chilien. De Colombes, il est retourné au Chili en 1996, au terme d'une traversée de 45 jours à bord d'un cargo. Sur place, il a créé la première agence de photographes. En 2003, il est commissaire de l'exposition présentée à Perpignan, retraçant le travail de 4 photographes chiliens pendant la dictature. En 2005, il s'installe à Valparaiso, fonde une famille. Photographe, il est correspondant en Amérique latine de l'agence Vue. Il est aussi le fondateur et directeur de l'impressionnant Festival international de photographie de Valparaiso. Rodrigo s'est imposé sans conteste et au-delà du Chili comme l'un des grands talents de sa discipline, la photographie. Son travail photographique se concentre essentiellement sur le Chili et l'Amérique latine et raconte une histoire à travers un portrait, un objet, un lieu. Rodrigo, moi et nos amis, nous avons grandi à Colombes, dans la même cité, laquelle était prolongée par un bidonville qui fut démantelé par la suite en raison des travaux de l'autoroute 86. Nous pataugions dans la même boucle. Il y avait des Chiliens, des Algériens, des Marocains, des Arabes, des Kabyles, des Français, tous promis au même avenir que leurs parents, lesquels étaient des émigrés économiques ou politiques, les autres des prolétaires engagés dans des bars HLM lorsqu'ils n'étaient pas à l'usine. Les enfants du FLN et du MNA côtoyaient ceux du MIR, du Parti communiste et d'autres. Dans la cité, nous étions solidaires. Nous avons grandi ainsi et nous sommes restés. Dans la cité s'est forgée la conscience politique, mais aussi celle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Dans la cité aussi s'est forgé le rêve de la quitter, cette cité, et le plus tôt serait mieux. Longtemps chez Rodrigo, il n'y eut aucun meuble, seulement des cartons, des caddies de supermarché. La situation était provisoire. La révolution allait être sauvée, Pinochet et sa junte allaient être défaits. Il fallait être prêt à partir. L'histoire évolua différemment. Cela allait prendre du temps, 16 ans en fait. Il fallut se meubler et s'insérer. Les parents durent recoller les morceaux de leur vie brisée, leur exil, et les enfants de l'exil aussi, autrement. Ceux de l'histoire des parents, mais aussi les leurs. Rien de simple de part et d'autre lorsqu'un héritage mêle une histoire personnelle à celle de deux pays, et dont l'origine est l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle. Avec le retour de la démocratie au Chili en 1990, près de 30% des réfugiés sont retournés dans leur pays d'origine. Quels pays ont-ils retrouvé? Depuis le 11 septembre 1973, la junte militaire a bâillonné les luttes sociales au Chili. La dictature militaire est responsable de multiples atteintes aux droits de l'homme, plus de 3200 morts et autour de 38 000 personnes torturées, plusieurs centaines de milliers d'exilés. De la mise en place sous la coupe des Chicago Boys, formés par Milton Friedman, d'une politique économique de privatisation ultralibérale. Et ça, c'est chez nous en ce moment. Un système qui n'a pas été remis en cause, sous la pression des partis de droite, de la bourgeoisie et de l'Église. Pas plus ou mollement que la constitution de Pinochet, hélas, par les gouvernements civils qui se sont succédés après le référendum de 1988. 55% de non à Pinochet, mais tout de même 43% de si. Selon une étude menée par des chercheurs de l'Université de Santiago, il ressort que 1% de la population accapare à elle seule 30% de la richesse du pays. L'ultralibéralisme oblige, la redistribution est inexistante. C'est l'unité populaire à l'envers. Dans le Chili de l'après-Allende, tout a été privatisé, ou presque. L'éducation, la plus chère et la plus inégalitaire du monde, derrière celle des États-Unis. 70% des étudiants doivent s'endetter. Le système de santé et des retraites, rien n'a changé aussi au Chili sur le plan du modèle économique depuis la fin de la dictature, puisque des concessions supplémentaires ont même été accordées au secteur privé de l'énergie, du téléphone, des
transports. Plus de 15% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et plusieurs millions sont juste au-dessus. Le droit de grève, loi pinochetiste oblige, est très restreint. La presse est à 95% entre les mains de deux gros trusts privés. Après une telle histoire, il n'y a rien d'étonnant à ce que la poésie chilienne demeure marquée par l'exil et la clandestinité. Mais les poètes chiliens des années 80 à aujourd'hui ont naturellement éprouvé le besoin de forger leurs armes, leurs propres écritures, un lyrisme propre, une poésie de l'après-Neruda, portée par des aînés d'ailleurs fort différents les uns des autres, tels que Gonzalo Rojas, Luis Misson, Valdo Rojas ou Raúl Zorita. L'antipoésie de Nicanor Parra, à l'affiche du festival, en est sans doute l'exemple le plus parlant et le plus radical, qui propose la désacralisation du poète. Il ne s'agit pas de renier les aînés, lesquels sont devenus pour la génération émergente, les nouveaux poètes, les représentants de la poésie d'une autre époque, celle d'avant 73. Les auteurs de cette fin de siècle se situent dans un présent, le leur, celui de l'après 73, date qui marque une scission dans l'inconscient collectif chilien, marquée par le bâillon et l'exil. Durant l'été 2017, alors que je me trouvais au Chili, à Valparaíso, j'ai été invité à me rendre à la maison de Vicente Huidobro, à Carthagène, une ville située au bord de l'océan Pacifique, à 80 km de Santiago du Chili. La maison est devenue depuis 2013 le musée Vicente Huidobro. Un peu plus haut, à moins d'1 kilomètre à pied, on peut se rendre sur une colline que surplombe la tombe de Vicente Huidobro. L'épitaphe qui a été gravée sur sa tombe ne pouvait être qu'à l'image du poète. Elle nous dit « Sigi, le poète Vicente Huidobro, ouvrez la tombe, au fond de cette tombe, on voit la mer. » On accède à la Casa Museo en voiture au départ de Valparaíso par la route de la mer, également appelée littoral des poètes. Car en effet, en une demi-heure, nous pouvons relier ce que j'ai fait, la Carthagène de Vicente Huidobro à l'Isla Negra de Pablo Neruda. À mi-chemin passant par Las Cruces, impossible de ne pas m'arrêter pour saluer alors le plus grand poète chilien vivant, Nicanor Parra. Il devait mourir 6 mois plus tard, le 23 janvier 2018, à l'âge de 103 ans. Né dans une famille modeste en 1914, Nicanor Parra est le seul parmi ses frères à avoir poursuivi des études supérieures. La famille Parra est pourtant composée d'artistes de premier plan. Sa sœur Violeta Parra, étoile de la chanson chilienne, a remis à l'honneur la musique populaire et traditionnelle de son pays. Les deux enfants de Violeta, Isabelle et Angèle Parra, ont également mené une importante carrière musicale et artistique. Nicanor Parra a lui-même 3 enfants, Catalina qui est artiste visuelle, les musiciens Colombine et Juan de Dios qui ont formé le groupe Barraco Parra. Nicanor Parra a étudié les mathématiques et la physique. Il a enseigné ces disciplines au niveau universitaire. Après son premier livre, marqué par une veine populaire héritée de Federico García Lorca, il publie en 1954 son œuvre majeure, Poème et antipoème, qui le singularise définitivement et qui ouvre sa production d'antipoésie, appelée à exercer une influence considérable sur la poésie chilienne et continentale. Tout allait mal depuis la Renaissance, était-il. La poésie surgie de cette époque aurait pu être qualifiée de poésie courtisane, en costume-cravate. Il fallait trouver une sortie. Durant des siècles, la poésie a été le paradis de l'imbécile solennel, jusqu'à ce que moi j'arrive et m'installe sur ma montagne russe, déclare Nicanor Parra, non sans provocation. Dans son roman autobiographique La danse de la réalité, Alejandro Jodorowsky écrit « Dans ces années-là, Pablo Neruda se présentait comme le plus grand poète, mais moi, comme la plupart des jeunes, par esprit de contradiction, je refusais d'être son disciple fanatique. Brusquement surgit un nouveau poète, Nicanor Parra, qui, se rebellant contre ce génie si viscéralement et si engagé politiquement, publia des vers intelligents, humoristiques, différents de tout ce qu'on connaissait, et qu'il baptisa du nom d'antipoème. Mon enthousiasme fut délirant. Enfin, un auteur descendait de l'Olympe romantique pour parler de ses angoisses quotidiennes, de ses névroses, de ses échecs sentimentaux. Le grand romancier chilien Roberto Bolaño ne fut pas en reste puisqu'il célébra le type le plus lucide de l'île couloir, le long de laquelle déambulent d'une extrémité à l'autre, à la recherche d'une sortie qu'ils ne trouvent pas, les fantômes de Huidobro,
Mistral, Neruda, Roca. Parra, mais aussi ses frères, Violetta en tête, et ses parents rabelaisiens, ont mis en pratique l'une des plus grandes ambitions de la poésie de tous les temps, excéder la patience du public. Face aux poètes considérés comme devins, l'anti-poésie de Nicanor Parra propose la désacralisation du poète. Face au caractère sentencieux, le trait dépourvu de toute transcendance, face au langage élevé, le langage de la conversation, les barbarismes, les verba obscena, au lieu de l'intensité, la superficialité, au lieu de l'ampleur, le fragmentaire, au lieu du sérieux, la plaisanterie. D'une certaine façon, l'anti-poésie de Nicanor Parra a ouvert un espace de liberté sur les décombres de l'édifice qu'elle entendait jeter bas. Dans cet espace, la poésie chilienne l'a intégré. Nombre de poètes de la seconde moitié du XXe siècle, avec le mérite réitéré d'avoir perçu les limites possibles ou les carences de l'œuvre de leurs aînés, ont ainsi contribué à la grandeur de la poésie hispanique contemporaine. Pour terminer, la première partie, Pour terminer, je passe de la cordillère des Andes chilienne au Djurdjura kabyle, puisqu'elle est à l'affiche de ce festival à travers Moya et Nicanor Parra. Cela fait sens pour moi car j'ai grandi dans la cité des Fosségians à Colombes avec pour amis des Kabyles et des Chiliens, je l'ai dit. Je dis aussi à la suite de mon cher Jean Sénac que poésie et résistance apparaissent comme les tranchants d'une même lame où l'homme inlassablement affûte sa dignité. Parce que la poésie ne se conçoit pas que dynamique, parce qu'elle est écrite par tous. Clé de contact grâce à laquelle la communauté se met en marche et s'exalte. Elle est dans ses fureurs comme dans sa transparence sereine, dans ses arcanes comme dans son impudeur, ouvertement résistante. Tant que l'individu sera atteint dans sa revendication de totale liberté, la poésie veillera aux avant-postes, ou brandira ses torches. Au vif de la mêlée, éperdument aux écoutes, le poète va donc vivre du souffle même du peuple. Il traduira sa respiration, oppressée ou radieuse, l'odeur des résédas comme celle des charniers. Parmi les poètes connus, aimés et publiés tout au long de l'histoire de la revue Les Hommes sans épaules, Jean Sénac, le plus grand poète algérien du XXe siècle, est assurément l'un des plus chers à notre cœur et à notre souvenir. En pleine période d'arabisation de l'Algérie, de la culture et de la langue, Sénac l'utopiste rêvait en 1970 d'une Algérie méditerranéenne, solidaire, socialiste, égalitaire, arabe, berbère, des pieds noirs, de graphie arabe, berbère et française. Khateb Yassine ne dit alors pas autre chose en 1963. Poète algérien de graphie française ainsi qui se définissait lui-même, Jean Sénac, né à Benissaf en Oranie le 29 novembre 1926, est assassiné dans la nuit du 29 au 30 août 1973, de 5 coups de couteau en pleine poitrine, dans sa cave Vigie d'Alger. Premier martyr d'une horrible liste. Après, il me faut évoquer pour moi le plus grand poète et romancier kabyle que nous avons connu et qui fut notre ami, Tahar Djaout, le magnifique, né le 11 janvier 1954 à Aïn Shafa, wilaya de Tizi Ouzou. J'ai retrouvé il y a peu un manuscrit original de poèmes de Tahar dans les archives des Hommes sans épaules, celui de l'Arche à Volon, édité en 1978 par Jean Breton, à l'enseigne des éditions Saint-Germain-des-Prés. Et ce fut très émouvant. Le Kabyle Tahar Djaout fut un homme droit, intègre, et qu'est-ce qu'il était sympathique et fraternel. Il aimait dire « Le silence, c'est la mort, et toi, si tu te tais, tu meurs, et si tu parles, tu meurs, alors dis et meurs. » Notre cher Tahar Djaout est mort assassiné à son tour par les islamistes, de 2 balles dans la tête, le 26 mai 1993. Son ami le poète Youssef Seppi meurt égorgé dans la nuit du 27 au 28 décembre 1993, etc. Nous n'avons rien oublié. J'écris, c'est mon seul territoire. C'est son chemin où vous passerez, sera le bout de la fin. Merci à vous. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras,